puisque celui qu'on accueille, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, il s'agit de Denis Van Wenberg, le skipper d'Ieteren Group, le premier Belge à boucler un tour du monde. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, messieurs, dames. Denis qui va nous rejoindre pour la conférence de presse sur scène. Un tour du monde en 117 jours. Il est parti le 10 novembre. Le voilà de retour le 8 mars 2025. Avec le drapeau belge, évidemment. Denis, bienvenue. Installe-toi après la scène. Eh bien, voici la table de la conférence de presse. Allô. Ce soir. La soirée va être longue, Denis. Bienvenue à toi. Il s'agit d'une conférence de presse à laquelle le grand public est évidemment cordialement invité. En revanche, seuls les journalistes présents dans la salle et derrière les caméras sont invités à poser des questions puisqu'il s'agit d'une conférence de presse. Denis, tu nous l'as déjà un peu évoqué sur scène, mais là, ça y est, ça fait plus d'une heure que tu es là. Est-ce que ça bouge un peu moins? Est-ce que l'ambiance un peu, ambiance pétard, comme tu le disais, est un peu redescendue? Ou finalement, tu es toujours sur un nuage? Non, je suis toujours sur un nuage. Ça commence à bouger, là, justement. Donc voilà, je commence à sentir un peu de fatigue quand même. Donc cet après-midi, j'irai faire la sieste, je pense, quelque chose comme ça. Et puis ce soir, je vais dormir à 20h, ça c'est sûr. Évidemment, évidemment. Installe-toi. J'avais demandé une bière aussi, mais... On va revenir aussi, puisque c'est la conférence de presse, on va revenir aussi un peu sur ce parcours, sur ces 117 jours de course. On va revenir sur le 11 novembre, quelques heures après le départ. Tu avais déjà les larmes aux yeux. Déjà, à ce moment-là, tu disais que c'était incroyable. Qu'est-ce que tu ressentais déjà à ce moment-là? C'était il y a longtemps. Tu fais pas le malin, quoi. Ouais. Quand tu pars, que tu dis tu vas faire un tour du monde à la voile, sans escale, sans assistance, et que tu es le 11 novembre et que tu te dis dans la tête, grosso modo, tu vas mettre 95 jours, parce que c'est une conférence de presse belge, hein, donc 95 jours. Tu te dis, il en reste encore 94. Donc tu te dis, waouh, ça va pas être simple. Et puis voilà, et puis de toute façon tu te lances et c'est comme dans le toboggan, quoi. Et à un moment de toute façon c'est parti et ça glisse et puis tu sais pas t'arrêter, donc tu continues et puis tu fais les coins que tu connais puisque tu arrives jusqu'à l'équateur, tu connais, puis tu arrives jusqu'à Itajaí au Brésil, tu connais parce que tu as déjà été, et puis tu arrives comme Stanley ou Livingstone en terra incognito dans les mers du Sud, tu n'as jamais été, et donc tu découvres. Et t'apprends, tous les jours t'apprends des trucs, voilà, t'es impressionné, t'es parfois stressé, souvent même. Et puis voilà, il faut faire avancer le bateau. Si tu veux faire le tour et continuer et terminer, t'avances, quoi. Donc tu y vas et tu continues à bosser tous les jours, à essayer de faire le mieux que tu peux, à apprendre tous les jours aussi comment faire un empennage propre, comment maîtriser ces mers compliquées, là, l'océan Indien, voilà, donc c'est comme ça que ça se passe, quoi. Et alors justement, tu dis, je découvre, j'apprends, qu'est-ce que tu as découvert? Au-delà des trucs sur la voile, finalement, je vais sans doute beaucoup pleurer, hein, donc vous étonnez pas. Au-delà des trucs sur la voile, tu découvres plein de choses, pardon. Forcément. C'est normal, Denis. Tu viens de faire un tour du monde. Tu découvres plein de choses sur toi. Je pense que j'ai jamais autant pleuré et fait de crise de nerfs en 3 mois que dans toute ma vie. Donc voilà, mais ça passe. Hein. Une demi-heure après, ça va mieux. Et puis voilà, tu essaies de respirer, de te calmer. Parfois, tu fais des crises d'angoisse. Et puis tu sais que tu peux passer à travers. Et puis voilà, tu apprends que tu peux avoir peur aussi. Parce que
J'ai entendu des gens qui disaient que c'était pas normal d'avoir peur. Bah écoute, je sais pas comment ils font quoi. Donc voilà, mais voilà, moi j'ai pas de souci à dire. Ouais, j'ai vraiment eu des peurs à certains moments, donc voilà, mais tu continues d'avancer et puis de toute façon le chemin c'est tout droit. Hein. Et une fois que tu as passé le cap de Bonne-Espérance, le prochain arrêt c'est l'Australie et puis c'est tellement loin que de toute façon tu continues et tu donnes des petits objectifs chaque fois. Sur 4, 5, 6 jours, moi j'étais très impressionné en fait des distances. Je m'étais donné des objectifs, j'avais 12 étapes à passer et finalement je pense que c'est devenu 40 ou 50 parce que sur mon petit papier les 12 étapes c'était trop long quoi. Donc il y avait une étape Équateur, Cap de Bonne-Espérance, mais c'était interminable quoi. C'est comme Cap de Bonne-Espérance, Cap Lewin, c'est long comme un jour sans pain, donc tu donnes d'autres étapes quoi. Tu dis ok, là je passe au-dessus des Kerguelen. Après, c'était plus simple parce que c'est vrai que tu passes l'Australie, puis tu as la Nouvelle-Zélande en ligne de mire, la Tasmanie, puis tu as le Point Nemo, et puis tu as le Cap Horn. Donc c'est sûr que ça te permet d'avoir des objectifs et de pouvoir avancer. C'est plus simple, quoi. Je trouve que l'océan Indien, c'était vraiment... c'est grand, c'est inhospitalier, c'est méchant, c'est vicieux. Vicieux, en fait. L'image que j'en garde, c'est comme si tu avais un petit bonhomme au-dessus de toi avec ses grosses joues et de temps en temps, il souffle. Et tu sais pas quand il va souffler, tu peux prendre toutes les prévisions et tout d'un coup pendant une demi-heure tu as 40 nœuds et puis après tu en as 25 et tu sais pas ce qui s'est passé quoi. Le bateau c'est à moitié couché. Alors si tu es dehors c'est bien, si tu es dans ta bannette ben, tu sors vite. donc voilà. Ouais. Certains ont évoqué des peurs, comme tu viens de le faire, au travers des icebergs, des creux de nombreux mètres. Toi, qu'est-ce qui t'a fait peur ? Ouais, les distances. Les creux, moi je voulais faire un Vendée Globe comme j'ai fait, c'est-à-dire, je dirais, en bon père de famille, même de famille nombreuse, quoi. Donc assez tranquille, enfin tranquille, si on peut dire tranquille, mais je voulais pas les mettre dans des zones très très risquées parce que j'avais regardé un peu ce qui se passait devant et j'avais vu que. Enfin, j'ai pas d'expérience de l'océan Indien, mais je trouvais qu'il était très très compliqué, très très dur. Et quand j'ai vu les conditions que certains ont eu à affronter, je ne voulais pas me retrouver là. Donc c'est vrai que j'ai fait le grand tour de la piste et pas le tour intérieur. Donc forcément, ça prend plus de temps. Mais voilà, c'était ma manière de naviguer. Et voilà, si je devais retourner là dans les mêmes genres de conditions, je referais la même chose. J'avais mis des paramètres dans mes routages. Et de toute façon, même quand on met 30 nœuds ou 35 nœuds dans les routages, souvent il y en a 10 ou 15 de plus. Enfin 15 pas, mais 10 de plus certainement. Donc voilà, donc c'est ça qui était difficile à gérer. Je pense que voilà, ce qui m'a quelque part un peu alerté sur la dureté de l'océan Indien, c'est quand j'ai vu Jean Le Cam qui était très nord sur tout son océan Indien. Je me suis dit oula, si le sage, le roi Jean le sage, il va si nord, c'est qu'il y a une raison parce que d'habitude il est à l'attaque et il va à ras de la corde, donc c'est vrai que j'ai regardé les traces des autres, j'ai vu les dépressions qu'ils prenaient. Quand j'ai vu qu'on avait certains qui prenaient 50 nœuds et des choses comme ça, je me dis ouais, moi honnêtement, j'ai pas les compétences, ni l'envie, ni le courage, ou la témérité peut-être, d'aller affronter ça. Ouais, si jamais on doit le prendre, on le prend, mais aller se mettre dedans parce que c'est plus court, je préférais faire plus de chemin, quoi. Ouais, être raisonnable. On va continuer sur le parcours, puisque tu l'as évoqué. Arrive le Cap Horn. Tu es donc désormais capornier. Rien que pour ça, je crois qu'on peut l'applaudir. C'est un exploit. Ils sont rares, les marins, à être caporniers. Et on se souvient de cette vidéo, les larmes aux yeux, où tu nous dis, tu nous partages, ça fait 6 ans que je l'attends. Raconte-nous, parce que nous, terriens, évidemment, le Cap Horn, ça ne nous parle pas. Ouais, alors juste, il y a une légende qui dit que quand on est capornier, on peut faire pipi face au vent, on n'est pas mouillé. Ben, ça marche pas. Hein. J'ai tenté plusieurs fois. J'ai testé pour vous. Voilà, donc voilà. Bah oui, c'est vrai que ça faisait longtemps. C'est vrai que le Cap Horn, pour un marin... de toute façon, c'est emblématique, c'est mythique, donc clairement, passer le Cap Horn en solitaire, en course sur le Vendée Globe, tu mets 3 ou 4, 5 ou 10 crans au-dessus, en fait. Donc voilà. Donc après, j'aurais bien voulu le voir. C'était de nuit, je l'ai fait au près, donc face au vent, alors que d'habitude on a plutôt du vent qui pousse. Là, j'avais du vent face à moi, donc je dirais que c'est là que ça a commencé un peu que la mer m'envoyait des signaux pour dire écoute, mon garçon, tu vas en prendre plein ta tronche.
jusqu'au Sable d'Olonne, mais voilà, donc je me dis que je vais retourner au Cap Horn, mais à terre, planter ma tente et faire des barbecues là au coin pour le regarder là, parce que je l'ai pas vu, donc ça m'énerve. Et aller saluer le capitaine du Cap Horn, notamment. On va continuer la remontée de l'Atlantique et notamment ce dernier mois de février. Compliqué dans la molle, dans les grains, et tu nous partages notamment de nombreuses vidéos. Tu nous dis que c'est dur. Comment tu as géré ça? Honnêtement, le mieux que tu peux, c'est-à-dire pas bien, parce que tu pètes des câbles. Je veux dire, j'étais de temps en temps en contact avec Fabrice et Amadeo, et c'est tout juste si on ne se faisait pas une liste de ce qu'on avait cassé sur le bateau tellement on s'énervait, quoi. Donc forcément, quand tu es dans des zones de molle, c'est horrible parce que t'avances pas, et en plus tout le monde se dit ouais c'est bon, repose-toi, t'as qu'à lire et tout. Non, oublie ça. Quand tu es dans une zone où il n'y a pas de vent, tu es au boulot, tu barres. Moi j'ai barré, j'ai même reculé. Ça c'est une vraie histoire belge quand même. Ça c'est un exploit. Ouais, ça fait partie des exploits. Alors, déjà, je suis le premier Belge à faire le Vendée Globe, mais je suis le premier de tout le monde entier à avoir reculé sur le Vendée Globe, quoi. Je te jure, quoi. Jusqu'au bout, toujours plus, Denis. Voilà. Tu parlais des avaries, tu en as eu aussi. Comment va ton bateau, ton carrosse, comme tu l'appelles? Écoute, mon carrosse, c'est un carrosse, hein, donc voilà, il est un peu vieilli, là, je pense. Il a pris un coup de vieux. Ah non, il va bien, hein, je veux dire, les avaries qu'on a eues... c'est des choses qui peuvent arriver. C'est vrai qu'on a cumulé des avaries un peu compliquées. Donc, on a d'abord cassé une girouette en tête de mât. Donc, on avait une girouette de rechange aussi en tête de mât. Elle n'a pas fonctionné. Donc, je suis monté en tête de mât pour changer la girouette. Et en fait, c'était pas la girouette. Donc, voilà. Donc, on ne sait toujours pas ce que c'est. Donc, j'ai fabriqué une girouette. Ça, c'était le premier atelier bricolage. Donc on la voit là sur le bateau, hein. Il y a du tape, il y a un câble, il y a du grey tape, il y a des garcettes, il y a du boot. Enfin, c'est un truc de... je ne sais pas, voilà. C'est une bricole à la belge, quoi. Voilà, mais ça a fonctionné, ça m'a donné les indications vent. Après, je devais refaire tous mes offsets, à chaque virement, je devais refaire tous mes offsets dans le pilote automatique, donc forcément, on réfléchit à 2 fois à virer. Puis après, j'ai perdu la tête de girouette. Donc on a dû fabriquer une tête de girouette. Et pour ça, dans mon équipe, là, il y avait Jean-No et Julien qui m'ont donné des super conseils. Et donc on a fabriqué une girouette, quoi. Donc après, il faut l'équilibrer parce que c'est joli de faire une girouette. Hein, c'est très joli dans une plaque carbone, mais il faut l'équilibrer. Donc voilà, donc on l'a remis en place et elle a fait le tour du monde. Hein. Donc ça sert à rien d'acheter un truc à 5000 boules. Le truc que j'ai là, ça vaut 100 €. Ça fait le tour. Mais dans le dur, un peu, justement, dans le dur, tu y as été presque jusqu'à la fin. Tu as même cru, et on a cru, que tu allais peut-être abandonner, notamment avec ces problèmes de grand voile. Comment tu es à ce moment-là, comment ça se passe dans la tête à ce moment-là, entre l'abandon et la volonté de continuer, évidemment? En fait, donc je sors d'une zone où j'ai de la pétole, donc de la molle pendant 2 jours, alors que c'était prévu un petit 24 heures tout juste, et on savait qu'on devait passer par cette zone-là. Après, c'est vrai que j'étais beaucoup plus ouest que mes 2 copains, donc j'ai peut-être fait une erreur stratégique à un moment, mais voilà, quand on est dedans, on gère, mais c'est vrai que c'était compliqué parce que parfois tu avances à 2 nœuds, là tu es tout content, quoi. 2 nœuds, tu es en excès de vitesse, tu es flashé, quoi. Donc tu gères, et puis après ça rentre, tu dis ok, tu regardes tes routages, tu dis oh, génial, je vais arriver un jeudi, on va tout déchirer ici, ça va être la fête, pas possible, et puis boum, ta grand voile elle tombe parce que la drisse casse, donc la partie qui tient en haut au mât, tu dis ok, bon, ça c'est pas terrible. Tu regardes, tu dis bon, les Açores c'est juste à droite à 150 000. Et puis sinon, il y a Cascaille, mais c'est à 600 000 dans l'Est, quoi. Donc, tu te dis, OK, on en a parlé, avec différentes personnes, même avec la DC. Tu te dis, OK, et si tu vas aux Açores, tu sais que c'est fini, quoi. Tu sais que c'est mort. Donc tu dis, OK, bon, tant pis, on va essayer d'aller jusqu'à Cascaille. Et puis, si ça passe, on continue. Et puis tu y vas, donc tout ça sous voile d'avant seulement, hein, donc avec des angles de vent. Voilà, au lieu d'aller vers l'Espagne, j'allais vers le Portugal, même parfois vers Gibraltar. Donc moralement, c'est pas rigolo, quoi.
J'ai même posé la question à la direction de course, voir si j'allais pas me retrouver dans la zone où il y avait les orgues à l'entrée de Gibraltar, quoi. Donc c'est pour vous dire. Et donc après tu vires, tu vois que ça continue à monter, puis tu peux continuer quand même à faire du nord, donc ok. Tu installes un premier brelage, tu montes dans le mât, tu remontes dans le mât, c'était déjà la 3e fois quand même, parce que pour ma girouette j'étais monté dans le mât tout en haut. Et ça, dans l'océan Indien, je le conseille à personne parce que ça bouge beaucoup et voilà, je me suis fait vraiment peur. Voilà. Et alors, plus finalement à la descente qu'à la montée, parce que à la montée, t'es secoué comme un prunier, mais à la descente, voilà, c'est un peu impressionnant. Pourtant, j'ai fait pas mal de montagnes à une époque, mais voilà, c'était pas un bon souvenir. Et puis donc je monte, voilà, je prends quand même mon courage à 2 mains parce que je me dis il faut que j'installe quelque chose. Je monte, j'installe un brelage avec une poulie, ça tient 24 heures et la poulie elle explose et la grand-voile est de nouveau par terre, quoi. Donc je me dis ah ben ok, bon, donc on réfléchit et puis on a mis un système en place avec une double drisse et un point fixe en utilisant la drisse de spi, mais donc la drisse de spi elle passe par devant, donc elle vient frotter sur le haut-banc. Chaque fois que tu sens le bateau qui tape, tu te dis ok, soit la drisse elle casse, soit elle va cisailler le haut-banc et c'est le mât qui va tomber, mais quelle est la solution si tu veux continuer? Tu n'en as pas d'autre, ou il faut remonter au mât. Ça honnêtement, je me sentais plus trop capable, et puis j'ai jamais eu vraiment de zone très très calme où j'aurais vraiment pu remonter au mât, faire un truc propre. Donc tu continues et voilà, chaque 1000 gagné, c'est un 1000 de gagné, et puis tu te dis ok, bah, si je dois m'arrêter, c'est peut-être Vigo, et puis ou Bayona, et puis après c'est la Corogne, et puis bah, tu passes la Corogne, toujours avec ta grand voile là, dans le rail des cargos ou pas loin, tu vois, à appeler certains cargos la VHF pour qu'ils se déroutent, ou parler avec eux pour dire écoute, je suis un peu embêté, mais je sais pas beaucoup bouger, est-ce que tu peux mettre 5 degrés à droite ou 5 degrés à gauche, et puis tu passes la Corogne, tu passes le Cap Finistère, puis tu arrives ici en haut. Tu dis, ok, là, maintenant, il reste 350 000, ça va le faire, mais jusqu'il y a 1 heure, avant d'arriver, j'ai repris 26 nœuds. Tu dis, voilà, si la grand voile elle tombe, après, voilà, tu fais vraiment étape par étape, quoi. Donc, et chaque étape, c'est une victoire. Donc, tu dis, ok, bien joué, bien vu, mec, continue, quoi. Je crois qu'on peut l'applaudir. Parce qu'une course autour du monde, ce n'est pas effectivement un voyage de tout repos. Alors on l'a dit, il s'agit d'une conférence de presse. Par conséquent, on a une question d'un journaliste scientifique de Belgique. Parlez-nous, et la question c'est parlez-nous du premier moment où vous avez décidé de faire le Vendée Globe et du premier moment où vous vous êtes dit oui, je peux le faire. C'est un scientifique ou un psychanalyste? Je sais pas, en Belgique, a priori, on est peut-être les deux à la fois. Eh ben, la première fois où j'ai pensé au Vendée Globe, c'est quand je faisais du mini, donc en 2001. Il y a un certain dans la salle qui était déjà là à mon départ, d'ailleurs. C'est reparti. Non, c'est en 2001, je convoyais mon mini pour aller à La Rochelle, je crois, ou à une course. Et en fait, je me suis arrêté à Bénodet et je me suis amarré à côté du bateau de Michel Desjoyaux. Et à l'époque, les minis qu'on avait... Ben, c'était des mini IMOCA, en fait, ça ressemblait très fort. C'était assez rond, avec un bout coupé comme ça. Et je me suis dit, mais ces gens, ils sont fous, quoi. Déjà, faire la mini, c'est déjà un truc de fou. Mais alors, faire le tour du monde tout seul, ces mecs sont malades, quoi. Et puis, en fait, ça m'a quand même trotté dans la tête. Et puis j'ai souvent suivi le Vendée Globe comme journaliste pour la presse belge. Et puis donc je suis venu plusieurs fois au départ. Puis en 2015, je me suis dit je vais quand même un peu tâter le terrain en Belgique chez 2-3 gros partenaires. Et puis ils savaient même pas ce que c'était. Voilà, et ils m'ont dit, enfin voilà, on a bu un café et puis c'était bon, quoi. Ils m'ont dit vous êtes gentil, monsieur Van Wenberg, mais allez, nous on va continuer à faire du vélo, du foot ou du tennis. Mais donc voilà. Donc 2016, puis 2020, 2017, je me suis dit, bon, ce Vendée Globe, là, si je veux y aller, c'est la crise de la cinquantaine aussi, donc si je veux y aller, c'est maintenant ou jamais. Donc j'ai vendu ma petite boîte et puis j'ai acheté le bateau de Mandor qui était basé ici. Moi, j'avais déjà j'étais déjà venu souvent ici, puisque j'avais déjà eu mon classe 40 que j'avais préparé ici et tout. Donc voilà, j'avais des bonnes accointances, je dirais, avec le Sable et la Vendée. Et puis
Et puis on a essayé 2020, mais pas trouvé de budget, donc bateau à l'arrêt, période de confinement, donc compliqué aussi financièrement, parce que un bateau ça coûte plus cher qu'un leasing de voiture, hein, donc il faut quand même les sortir tous les mois, donc voilà, pas d'activité puisque j'avais arrêté mon activité et puis j'étais devenu entre guillemets marin professionnel ou skipper professionnel, mais pendant le confinement, pas grand chose à faire quand même. Et puis je suis revenu ici à partir du mois d'avril 2021 parce que je me suis dit je vais mettre ce bateau à l'eau et voir s'il n'y a pas un petit business à développer avec des sorties en mer. C'est un bateau qui a fait le Vendée Globe. Les gens avaient été privés du Vendée Globe puisqu'il y avait confinement. Je me dis, peut-être, voilà. Et puis, des gens que j'avais déjà rencontrés avant et qui m'avaient donné un coup de main en 2019 et 2020, on a recréé des liens et on a créé cette fameuse équipe. Et puis 2021, juin 2021, j'ai eu un premier petit partenaire qui est vendéen, qui s'est établi en Vendée après. Et puis un autre partenaire, et puis je dis, voilà, maintenant on peut faire la Jacques Vabre, donc on va déjà faire la Jacques Vabre, et puis on a fait la Jacques Vabre avec Tanguy Le Turquet. Hein. Et donc du coup, en revenant, j'ai dit à l'équipe, voilà, moi je vais continuer à chercher des sous, mais pour le moment, on n'a vraiment que très peu de budget. À l'époque, on tournait avec 80 000 euros de budget pour faire fonctionner un IMOCA. Alors ok, 80 000 euros, ça paraît beaucoup d'argent, mais voilà, sur un IMOCA, il n'y a pas, quand vous achetez quelque chose, il y a tout de suite 3 zéros derrière. Donc voilà. Donc on a continué, on a préparé le bateau avec des bouts de ficelle en récupérant du matos. Moi j'ai une grand voile à l'époque qui avait fait 40 000 milles, donc imaginez faire 80 000 km avec les mêmes pneus, vous serez sur la jante, quoi. Donc c'est ce qui est arrivé d'ailleurs, parce que la grand voile elle se déchirait de partout. Voilà, on a fait les courses, donc on a engrangé les milles pour les qualifs, on a fait ce qu'il fallait. Et petit à petit, on a fait des sorties en mer pour financer le projet. On a fait des crowdfunding. On a eu d'autres petits partenaires. Et puis on a eu la chance de rencontrer une grosse société belge, un holding familial, D'Ieteren Group, qui est une grosse société en Belgique, qui est cotée, qui détient quelques très très belles sociétés. Eh oui, les partenaires, ça compte. Vous pouvez les applaudir. Parce que c'était aussi... C'était aussi pour eux un vrai... C'est des gens qui n'avaient jamais fait de sponsoring. C'était vraiment pas dans leur ADN. Faut savoir qu'en Belgique, on a un peu cette culture de vivons heureux, vivons cachés. Hein, donc on n'est pas vraiment dans le bling-bling et qu'on a beaucoup de sociétés qui sont leaders mondiaux dans leur domaine, mais on les connaît pas ou ils sont très discrets. Et eux, c'est le cas, hein, parce que voilà, ils détiennent entre autres Carglass Monde, hein, donc c'est quand même une des grosses machines, et pas que. Mais c'est un holding familial et ils ont été séduits par les valeurs qu'on défendait avec l'équipe de bénévoles, avec le fait que c'était la deuxième fois que je lançais le projet, qu'on lâchait pas le morceau, le fait que j'avais changé de carrière, les valeurs d'entrepreneuriat, des choses comme ça. Donc ils se sont dit ok, on y va, et donc grâce à eux, on a pu, je dirais, avoir un budget qui est pas énorme, mais qui était un budget qui permettait de fonctionner un budget de fonctionnement avec une équipe qu'on ne paye pas, donc ça veut dire que c'est quand même beaucoup moins cher. C'est quand même des réalités économiques qui sont importantes. Hein. Et donc voilà, on a pu retravailler sur le bateau, refaire de l'électronique, racheter des voiles, des tas de choses comme ça, et continuer à faire les courses, qualifier sur la course qui arrivait à New York. Donc ça, c'était un moment magique. Presque aussi bien que le Chenal. Il y avait moins de monde. Mais, le Chenal reste le Chenal. Il y avait moins de monde. Et surtout, il parlait anglais. Voilà. En tout cas, le chemin a été long, effectivement. Oui. Voilà. Et puis voilà, on a pris le départ. Et puis 117 ou 118 jours après. 117, ah bah voilà. Ouais. Bon, 117 jours, on est de retour à la deuxième maison, hein, puisque moi, depuis 4 ans, je suis une semaine sur 2 ici, voire 8 mois par an en fait, ici au Sable d'Olonne. Donc voilà, donc c'est aussi un vrai plaisir de revenir ici, et ça a été un vrai plaisir d'être accueilli comme ça ici au Sable et en Vendée. Ouais. Et c'est un vrai plaisir évidemment de t'accueillir. La conférence de presse va se terminer peut-être avec
Une dernière question, Denis. Dans l'une de tes dernières vidéos, tu évoquais ton grand-père qui te racontait la guerre et tu demandais à tes enfants de te faire des petits-enfants pour leur raconter ton Vendée Globe, cette course autour du monde. Qu'est-ce que tu raconteras à tes petits-enfants? Waouh. Non, mais c'est vrai que voilà, nous, on est une génération de darons, hein, comme on dit. Donc, les grands-parents, ils vous racontaient la guerre. Il n'y avait plus de savon, il n'y avait pas à manger, il n'y avait plus de café. Ils faisaient des cafés avec des chicorées. Donc, moi, c'est vrai que mon grand-père, qui soi-disant avait été résistant, mais bon, on connaît. Il était juste parti à un contrôle de police par une fenêtre d'un café. Donc, voilà. Donc, non, mais c'est ça en plus. Hein. Mais du coup, il était résistant. Donc, voilà. Voilà. Oui, c'est sûr que je serais très heureux et très fier un jour de raconter ça à mes petits-enfants, parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose de particulier. Vous devez avoir les chiffres, mais je ne sais pas combien de skippers ont terminé un Vendée Globe. Pas beaucoup, mais je pense que ça doit être 140, pas 120. Beaucoup, en effet. Donc il y a plus de monde qui, par an, vont sur l'Everest et font l'Everest que de skippers qui, depuis que le Vendée Globe existe, ont terminé le Vendée Globe. Donc voilà, donc c'est quand même un privilège, même si c'était dur, mais c'est quand même un privilège d'avoir fait ça. Et ce que je disais souvent, j'ai quand même l'impression d'être un VIP sur les océans, même si j'ai pris cher. Mais qu'un VIP, ça prend pas cher comme ça coûte cher. Mais mais donc voilà, donc voilà, c'était quand même incroyable et puis voilà. Dernière question des journalistes. Est-ce qu'un prochain Vendée Globe de surcroît avec un foiler serait envisageable? No way. Non, non, honnêtement, je savais qu'on allait me poser la question. Non. C'est une question d'un journaliste derrière les écrans. Ouais, non, ouais, mais c'est une question classique, je pense. Assez originale d'ailleurs pour quelqu'un qui termine le Vendée Globe. Excusez-moi pour le journaliste. Mais non, voilà. Maintenant, j'ai une expérience d'un Vendée Globe avec beaucoup de galères, donc je sais ce qu'il faut faire pour les éviter. Et puis c'est vrai que je me verrais plutôt dans une équipe. Il y a un journaliste qui m'avait posé pendant que j'étais sur l'eau si vous voulez prendre ma revanche. Je disais, je pense que si je voulais prendre une revanche, enfin déjà c'est pas des bons mots et c'est pas des bonnes motivations, je pense une revanche, mais si je devais la reprendre, ce serait plutôt dans une grosse équipe qui peut peut-être gagner le Vendée Globe comme team manager, quoi. Donc j'envoie un signal. Hein. Ouais, mais parce que demain j'ai plus de boulot. Hein, donc, le CV est envoyé. En tout cas, avant 2028, tu vas déjà. Je parle anglais, profiter. flamand. Et belge, et surtout français. Merci beaucoup, Denis. On va te laisser déjà profiter de ces moments. On est en 2025. Tu viens de finir ton tour du monde. Je crois qu'on peut à nouveau applaudir, s'il vous plaît. Merci à vous. Denis Van Wemberg. Je voulais rajouter deux choses quand même. J'ai oublié d'en parler. Donc là, je vais certainement pleurer. Ça, c'est le cadeau. Voilà. Alors, je vais commencer avec l'autre truc. Donc, en 2021, quand j'ai dit à mon équipe, voilà, on va essayer de faire le Vendée Globe et on va trouver du budget, je leur ai filé cette photo de voilier où il y avait la fameuse photo d'Yannick Bestaven, qui est en fait sur ma pile. Le vainqueur de 2020. Le vainqueur de 2020. Yannick qui avait gagné la Mini Transat quand j'ai fait la Mini Transat, qui est sur le haut de ma pile dans ma toilette. Donc, c'est vous dire que je le vois souvent. Hein. Mais alors c'était rigolo parce que je regardais les titres et c'était marqué les belles surprises du Vendée Globe. Puis je voyais construction amateur, ils fabriquent leurs bateaux dans le garage, tour du monde, les copains d'abord. Et puis je voyais aussi les bateaux au prix cher. Donc voilà, tout est résumé là, en une fois. Alors maintenant que j'ai parlé, ça c'est le cadeau de Noël de mon fils en 2019, quand je voulais faire le Vendée Globe. Ça va pas être facile. Prends ton temps, Denis. Ouais. De toute façon, ils sont tous venus pour moi. Hein, donc, ils vont pas partir tout de suite. Donc il m'a dit, voilà, comme ça tu auras une tasse pour boire ton thé ou ton café pour le Vendée Globe 2020. Et donc voilà, elle l'a fait. Denis et la tasse ont fait le tour du monde. Merci Denis. Vous pourrez évidemment retrouver Denis le 10 mai lors de la parade avec tous les autres skippers. Ce sera le 10 mai sur le chenal des Sables d'Olonne. Avant ça, s'il vous plaît, un maximum de bruit pour Denis Van Wemberg, le premier Belge à boucler un tour du monde.
Très belle journée à vous tous et merci. C'est ainsi que se termine cette 10e édition. Merci aux marins, aux skippers qui nous ont fait vibrer. Merci à toi, Denis.